Les États-Unis menacent à nouveau la Russie de lourdes sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine. Une rencontre entre Moscou et Washington est prévue aujourd'hui. L'Iran souhaite parvenir à un accord sur son programme nucléaire seulement si ses droits sont respectés. Des négociations sont en cours. Une centrale nucléaire jamais mise en service en Autriche, elle date des années 70 et accueille du public, un sujet d'actualité alors que Bruxelles veut classer le nucléaire comme énergie verte. C'est un nouvel avertissement du président américain. Washington menace Moscou de représailles en cas d'invasion de l'Ukraine. La tension à la frontière monte et la diplomatie semble inefficace jusqu'à présent. J'ai été absolument clair avec le président Poutine. Il n'y a aucun malentendu, mais si les forces russes traversent la frontière ukrainienne, c'est une invasion. En réponse, la Russie aura de lourdes sanctions économiques dont j'ai déjà discuté en détail avec nos alliés, ainsi qu'énoncé très clairement au président Poutine. Pour désamorcer la menace d'un nouveau conflit en Ukraine, de nouveaux pourparlers doivent se tenir à Genève ce vendredi entre le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov. La Russie nie planifier une invasion. Elle accuse l'Occident de comploter en Ukraine, invoquant la livraison d'armes au pays ces derniers jours. Le gouvernement de Biden a annoncé une aide financière de 200 millions de dollars pour permettre à Kiev de s'approvisionner en matériel militaire. Une somme qui s'ajoute aux 450 millions déjà alloués à la fin de l'année dernière. Les Ukrainiens de leur côté craignent une nouvelle guerre et rejoignent des entraînements comme celui-ci en cas d'invasion de la Russie. Pas d'armes nucléaires envisagées pour l'Iran. C'est ce que le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré lors d'une visite officielle en Russie. Il souhaite parvenir à un accord seulement si les droits de l'Iran sont respectés. L'accord de Vienne de 2015 visait à freiner le programme nucléaire iranien en échange d'un assouplissement des sanctions économiques. Mais Téhéran avait rompu ses engagements à la suite du rétablissement des sanctions américaines. Nous ne cherchons pas à détenir d'armes nucléaires. De telles armes n'ont pas leur place dans notre stratégie défensive. Repris fin novembre à Vienne, les pourparlers entre l'Iran et la communauté internationale, dont la Russie, visent à faire revenir les États-Unis dans le pacte. Donald Trump, alors président, avait retiré le pays de l'accord en 2018. Aujourd'hui, Washington s'efforce de le relancer et met en garde contre un échec si les négociations n'aboutissent pas rapidement. Nous pouvons mener à bien ces pourparlers et répondre aux préoccupations de toutes les parties. Mais le temps presse. Si un accord n'est pas conclu dans les semaines à venir, les avancées nucléaires en cours de l'Iran, qui ont repris après notre retrait, nous empêcheront d'aboutir à un pacte. Ces déclarations surviennent alors que l'Iran semble se tourner vers la Russie. Les deux pays ainsi que la Chine sont sur le point de commencer un exercice naval conjoint dans l'océan Indien, visant à renforcer la sécurité commune, selon un responsable de la marine iranienne. Les négociations interviennent aussi en pleine tension entre la Russie et les pays occidentaux à propos de l'Ukraine. Le gouvernement serbe renonce à un projet d'exploitation d'une mine de lithium qui devait être réalisée par Rio Tinto, un groupe minier multinational anglo-australien. Cette décision, réclamée depuis plusieurs semaines par les défenseurs de l'environnement, a été prise par la première ministre serbe Ana Brnabić à quelques mois des élections législatives et présidentielles. Nous avons répondu, dit-elle, à toutes les demandes des manifestants et mis fin à la présence de Rio Tinto en République de Serbie. Le projet est enterré, insiste-t-elle. Nous n'avons pas peur de Rio Tinto. Nous sommes ici pour notre peuple et pour notre pays. Ils peuvent faire ce qu'ils pensent devoir faire. C'est la décision finale du gouvernement de la République de Serbie. Les manifestations se sont multipliées contre ce projet d'exploitation de réserves de lithium découverte en 2006 dans l'ouest du pays. Le géant australien Rio Tinto envisageait d'investir plus de 2 milliards d'euros pour extraire le lithium, un élément essentiel dans la composition des batteries de voitures électriques. Le temps semble s'être arrêté ici, dans la salle de contrôle de la centrale nucléaire de Zwentendorf, en Basse-Autriche. Ces installations auraient dû être mises en service à la fin des années 70. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.
Pendant les travaux de construction, les opposants à l'énergie nucléaire et au site de Zwentendorf n'ont eu de cesse de se renforcer. Et le chancelier autrichien de l'époque, Bruno Kreisky, a décidé, après l'achèvement du réacteur, de soumettre la mise en service de cette centrale à un référendum. C'était en novembre 1978. D'une très courte avance, 50,47% des voix, le peuple autrichien a voté contre la mise en service de la centrale nucléaire, dont la construction était pourtant achevée. Le site sert aujourd'hui de centre de formation pour des salariés de l'industrie énergétique et produit de l'électricité à partir d'énergie solaire. Située à 25 km de la capitale, la centrale est désormais ouverte au public avec des visites guidées. Depuis cette époque, l'Autriche a partiellement tourné le dos à l'atome et la volonté de la Commission européenne de classer le nucléaire comme énergie verte n'est pas vue d'un bon œil par le gouvernement autrichien. Il y avait des voix très claires contre cette proposition de l'Espagne, de l'Allemagne, de beaucoup d'autres pays. Donc si la Commission continue effectivement à travailler en ce sens et que cela entre en vigueur, nous serons transparents. Nous adopterons des mesures légales. Mais dans les faits, l'Autriche obtient tout de même de l'électricité issue du nucléaire grâce à ses importations. En 2020, environ 28% de son électricité provenait de l'étranger. Selon le lobby de l'éolien IG Weinkraft, jusqu'à 11% du mix énergétique autrichien serait composé de nucléaire. Ils étaient des centaines à se mobiliser à Tapachula, dans le sud du Mexique. Ces migrants exigent que les autorités leur permettent de transiter gratuitement par le pays pour qu'ils puissent se rendre aux États-Unis. Ils se disent trop souvent extorqués ou victimes d'enlèvement. Pendant la manifestation, ils ont averti que sans réponse du gouvernement, ils lanceraient la première caravane de migrants de l'année. Le rocker vedette Meat Loaf est décédé à l'âge de 74 ans ce jeudi. Né au Texas, l'artiste récompensé d'un Grammy a vendu plus de 100 millions d'albums à travers le monde. Le chanteur s'est aussi fait connaître au cinéma, notamment pour son rôle dans Fight Club de David Fincher. Il aura joué dans plus de 65 films tout au long de sa carrière. Elle était considérée comme l'une des plus grandes voix de la chanson brésilienne. Elza Soares s'est éteinte ce jeudi à 91 ans. Avec une trentaine de disques de samba, de jazz et de bossa nova, pendant une carrière de plus de 60 ans, la diva au timbre rock a marqué l'histoire de la musique. Affectée par de nombreux drames personnels, Elza Soares était aussi devenue un symbole de résistance et de courage. L'un des tableaux les plus célèbres du monde, La Ronde de Nuit, est en cours de restauration au Rijksmuseum d'Amsterdam. Des experts ont entamé mercredi la restauration du célèbre tableau du maître néerlandais Rembrandt. Ils ont notamment pour mission de remédier aux problèmes de déformation provoqués par le cadre actuel. S'occuper d'une telle œuvre d'art peut être très émouvant, même pour une spécialiste. C'est La Ronde de Nuit, il s'agit d'un tableau très spécial. C'est un grand honneur pour moi de travailler sur ce genre de peinture. Alors dans un premier temps, nous avons décroché le tableau du mur, puis nous l'avons posé sur une table faite sur mesure. Et dans les prochains jours, nous allons commencer à retirer la toile de son cadre d'origine qui avait été ajoutée dans les années 1970. Le cadre en bois sera remplacé par un cadre en aluminium, pouvant continuellement maintenir un peu de pression sur la toile pour qu'elle ne s'abîme plus. Nous avons réussi à avoir la photographie avec la plus haute résolution jamais réalisée d'une œuvre d'art. Maintenant, le public peut vraiment zoomer et plonger dans l'image et voir presque tous les pigments. Les gens peuvent vraiment vivre chez eux l'expérience de la ronde de nuit, surtout à une époque où les musées sont fermés à cause des restrictions sanitaires. Sur le site internet du Rijksmuseum, il est possible de découvrir la photographie de 717 gigapixels qui nous plonge dans les moindres détails de l'œuvre.